tiens en fait à vous remercier pour votre présence aujourd'hui et surtout pour cette belle mobilisation très importante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Rachida Kaout, la présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, une organisation française qui réunit toutes les forces vives, nos belles énergies pour contrer ensemble la montée des racismes, des communautarismes, de la xénophobie et redonner du sens à la citoyenneté chère à nos cœurs. Rassembler les diasporas africaines de France s'est imposé comme une évidence et est le fruit d'une vision pour une France unie. C'est bien pour cela qu'aujourd'hui, nous souhaitons en fait tous vous réunir et puis parler un petit peu d'un sujet très important qui peut être en fait cette pierre angulaire qui nous permettra finalement d'être tous unis sous le même drapeau. Une France plus unie, c'est une France qui permet à toutes les personnes présentes sur notre territoire de contribuer au rayonnement et à la réussite du pays. C'est pourquoi aujourd'hui, le Haut Commissariat des diasporas africaines de France vous a réunis pour débattre sur une question vieille depuis plus de 40 ans, le droit de vote des étrangers résidant en France lors des élections locales. Alors donc, je suis ravie aujourd'hui de recevoir des intervenants de qualité qui vont pouvoir lancer en fait le débat sur cette question et je les remercie infiniment d'avoir répondu présent. Je vais commencer par présenter Madame Catherine Wittol de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS, Monsieur Antoine Joseph Assaf, philosophe, historien, prix Vauban 2016, Monsieur Thomas Berteigne, cofondateur d'Alter Votant, et Madame Mireille Liliane Saki, élue à la mairie de Sevran, présidente du collectif des Français ivoiriens de France et ambassadrice de paix. Donc ouvrons le bal de ce débat qui promet d'être riche et qui, on espère, produira en fait des résultats très importants que nous présenterons à nos élèves. Et la ville est sans limite. En d'autres termes, il a défini dans cet empire romain, parce que je considère que nous sommes tous des enfants de l'Empire romain, quoi qu'il arrive. L'Empire grec fut magnifique, fulgurant, avec une personnalité romantique comme celle d'Alexandre. Mais il a quand même donné la philosophie, l'idée de la liberté et de la démocratie. Il a commencé par donner une idée que les Romains vont reprendre avec force et avec droit. C'est-à-dire que les Grecs vont dire tous ceux qui changent de lieu, et le grec dit les métèques. Nous devons leur trouver un statut. S'ils viennent dans notre ville, il faut qu'ils participent à la ville, à la culture. S'ils vont plus loin, ils dépassent et vont contre notre ville, le métèque devient un ennemi. Et à ce moment-là, le maître va considérer son esclave de la même manière. S'il l'affranchit, il va l'affranchir. Et s'il est métèque, mais il doit dépendre de lui pour des services qu'il lui demandera à vie. Mais il peut l'affranchir. Et cette conception grecque va être reprise par les Romains, mais d'une façon juridique, elle va être encore plus forte, parce que contrairement aux Grecs, et contrairement à Alexandre, César va construire des fortifications, pas seulement militaires à travers le monde, mais aussi des fortifications juridiques. Et ce que je viens de prononcer dans la main et dans l'écriture extraordinaire de Cicéron, c'est que aux autres peuples, il y a une limite. On va leur donner, que ce soit en Afrique, au Proche-Orient, dans l'Orient, ou bien partout l'Empire, jusqu'au nord même, il y a l'orbis et l'orbis. Jusqu'aujourd'hui, le pape de Rome, quand il bénit à travers la Bible et le monde. Mais l'expression vient de l'Empire romain. Et cette différence va faire en sorte que les Romains vont considérer que tant que la cité romaine n'est pas menacée, tout homme venu de l'extérieur, et le latin est éloquent, ad vena, l'étranger, doit avoir son statut. Alors cet étranger peut être un pèlerin en français. Il vient pour prier les dieux, mais attention, il ne faut pas contredire les dieux romains. Et les Romains pouvaient accepter d'autres dieux. Aujourd'hui, on parle des religions qui nous restent, les trois monothéistes. Cet homme advena peut être un homme de l'extérieur. Et tout ça est admis. Mais le sénateur romain va dire, si cet advena va devenir un barbare, c'est-à-dire si sa langue, le barbare c'est l'expression de celui qui ne parle pas le latin, s'il va
renoncer à parler latin, s'il va refuser notre culture, il est ennemi de Rome. Et à partir de ce moment-là, il doit être combattu par la prison et écarté de la ville, parce que si vous détruisez Rome, vous détruisez tout à l'heure. Si j'ai bien prononcé cette phrase, c'est pour vous dire finalement que nous sommes romains, quoi qu'on fasse aujourd'hui, plus que grecs. Même si la philosophie de Platon et d'Aristote nous reste accrochée comme notre peau et notre sang spirituel. Et Charlemagne va se faire sacrer à Rome, donc dans la ville, pour dominer et toute l'Europe. Et ça sera pour nos Allemands d'aujourd'hui, ils considèrent Charlemagne comme de racine germanique à Aachen, à Aix-la-Chapelle. Il va donner à toute l'Europe, bien avant l'Union européenne, cette unité. N'empêche, comme les Romains, il va pratiquer le prosélytisme, la conversion à la religion chrétienne par la force. Les Saxons vont être convertis par la force une fois. Ils reviendront au paganisme, il refera une guerre une deuxième fois. C'est des leçons de catéchisme incomparables. 2 guerres, 3 guerres. Et la tension qu'il créera, c'est que tous ceux qui ne se battent pas avec lui, tous ceux qui ne sont pas dans la chrétienté, sont des étrangers quelque part. Hors de l'Église, pas de salut. Cette conception va se heurter progressivement à des imperfections, surtout avec la naissance de l'islam au 7e siècle, et l'attaque contre les pèlerins qui vont vers l'Orient. Et ça va provoquer une croisade. Alors, à partir de ce moment-là, vous allez voir l'advénin, celui qui vient de l'extérieur, devient nécessairement le sens négatif des Romains. Il n'y a plus l'idée d'un étranger qui aime Rome, qui apprend la langue, et qui finira d'ailleurs par être empereur lui-même. N'oublions pas, après la mort de César et Auguste lui-même, qui était romain, Caligula était d'Antium, un étranger, Trajan et les autres étaient espagnols, donc Rome, et le fameux Claude, il était de France, de Lyon. Donc les Romains se sont ouverts à l'extérieur, à condition que l'extérieur ne soit pas agressif. Quand vous sortez de l'époque médiévale, certainement que l'étranger, par exemple le génie du roi de France, Saint-Louis, qui avait beaucoup d'admiration pour les Juifs, il admirait, mais il leur disait attention à la religion, vous n'attaquez pas le Christ que vous ne reconnaissez pas, mais il a fini par reconnaître et donner un statut particulier au plus grand des rabbins juifs de France, Rachi, qui habitait Troyes. Sa maison existe encore, transformée en une maison d'études européennes. Et Rachi a accepté ce jeu, et le génie juif dans l'interprétation de l'écriture est resté respecté, à condition de ne pas toucher à l'extrême de Christ, et puis le génie des finances qui, jusqu'aujourd'hui, continue. Chaque fois, vous devez savoir que l'équilibre que Rome va établir entre Cléobis et l'Orbi revient malgré nous et nous dit quelle sorte d'étranger je dois définir. Celui qui adopte l'universalité d'une culture et celui qui rejette et va provoquer la guerre, ou bien contre votre religion, les dieux romains étaient en danger, ou bien d'autres. Vous allez vers l'époque de Louis XIV, le grand siècle. Là aussi, vous savez, quand vous vous promenez au château de Versailles, Louis XIV acceptait tout étranger, même les Turcs, de se promener, mais à condition qu'ils portaient leur épée, le droit de défense. Et il pouvait même l'approcher de loin, parce qu'il peut être un ennemi, mais à ce moment-là, il faut qu'il se batte en duel, et que la voix de Dieu, à ce moment-là, soit celle qui est victorieuse. N'empêche, son filleul, le duc de Saint-Simon, qui nous a laissé l'œuvre littéraire la plus belle, quand il approchait le roi, il voyait qu'autour de lui, il était tellement centré autour de sa personne comme le roi Soleil, que même la noblesse normande, de tous ceux qui venaient le voir, étaient devenus ses ennemis, parce qu'il avait peur d'une nouvelle fronde, une nouvelle révolution. Du coup, tout le monde était étranger pour lui, tant que le roi Soleil n'était pas accepté. Et c'est là où il est sorti un peu du génie romain, de bien utiliser les termes en littérature, advena, hospes, donner l'hospitalité, et tous ces termes qui prouvent que le mot étranger ne peut pas être négatif toujours, si je lui donne le sens de positif. Je vais un peu avancer dans l'histoire de France. J'arrive à la Révolution française. Nous oublions que les philosophes, ceux qui ont établi ce qu'on appelle les droits de l'homme, quand les philosophes anglais
Thomas Paine et d'autres sont venus vivre quelques années ici pour la division. Il dit pourquoi droit de l'homme, pourquoi pas droit humain? Parce que si vous dites droit de l'homme, on peut être dans un empire qui ne considère pas tel homme comme un homme, ou l'esclave comme un homme. Et l'esclavage n'était pas encore aboli. Donc disons les droits humains. Et aujourd'hui, j'entends de plus en plus les droits humains plus que hommes, parce qu'on insiste sur la valeur. Quand la Révolution fera établir le droit de la citoyenneté, elle va distinguer entre la citoyenneté et, d'une certaine façon, la naturalisation. On peut être citoyen sans avoir encore, sauf si vous êtes sur cette terre, et là on va aborder le droit de vote, de légiférer. Avant c'était dès la première année, après c'est devenu 5 ans, aujourd'hui on est à 5-10 ans, tant que les valeurs humaines sont respectées. On arrive, après toutes les restaurations, à la Troisième République, et c'est là où va éclater l'idée de l'Empire. Et vous savez, ce ne sont pas les royalistes de cette époque, MacMahon et le duc de Chambord, qui a refusé des droits, qui va parler d'un empire français. C'était le prolongement de la guerre d'Algérie, c'était le prolongement du Second Empire de Napoléon III, quand il a proposé à l'Algérie ce qu'on appelle le royaume arabe. C'est-à-dire, je respecte votre identité culturelle arabe, vous êtes le royaume arabe, et je protège les citoyens arabes, et je serai votre vassal contre les Turcs. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et ça a donné quoi? La citoyenneté donnée sous les décrets de Crémieux à une partie de la population d'Alger, et à une autre arabe qui ne l'a pas eu. D'où le cri de Camus, c'est que finalement, vous ne pouvez pas parler d'un département français sans donner la naturalisation aux Algériens. Et je conclus par là que l'idée d'empire, depuis l'Empire romain, et les 2 guerres mondiales, d'ailleurs, qui, sans empire, ont préparé l'Union européenne, furent comme pour les soldats sénégalais, pour les soldats de l'Empire africain, furent comme les lettres de noblesse pour mériter, par le sang versé, comme le fut le cas des nobles en France, par le sang versé, le droit à être considéré, non pas seulement citoyen étranger venu parler la langue et la culture, mais citoyen qui a le droit de participer à élire les députés, à élire ceux qui lui ressemblent, parce que c'est la valeur qui compte et non pas la signature d'un papier. Donc gardez cette conclusion, c'est que depuis l'origine, depuis l'Empire romain, nous sommes dans ce paradoxe où le citoyen est un citoyen à part entière avec sa valeur humaine intégrale par le droit, il mérite la ville, l'orbis, il appartient à un monde extérieur, ou bien il contredit cette valeur, et s'il la contredit, nous sommes dans l'illimité et dans une sorte de guerre qui peut porter, malheureusement, s'ils vivent sur le sol étranger, le nom de guerre civile. Merci beaucoup.